La parenthèse Trump va-t-elle se refermer dans 5 jours? C'est la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui. Le 8 novembre 2016, l'élection du président américain a ouvert une période de chaos qu'on aimerait sans doute, que nous sommes beaucoup à vouloir voir se refermer aujourd'hui. Alors en cette année 2020 qui est tout de même avare de bonnes nouvelles, on a eu envie de prendre les paris. Donc Donald Trump, Game Over, c'est le thème du webinaire de ce soir. On est ensemble pour 1 heure. Vous êtes en ligne et vous pouvez, je vous le dis tout de suite, je vous le rappellerai plusieurs fois pendant toute la durée du programme, poser vos questions sous la vidéo que vous voyez s'afficher. Et nous avons donc pour en discuter à distance, en duplex, deux intervenants. Alors Samuel Géquier, bonjour. Bonjour. Alors Samuel, vous êtes sociologue et spécialiste des stratégies d'opinion. Vous allez nous expliquer pourquoi Absolument. Donald Trump va perdre. On l'espère, on croise les doigts. Et face à vous, quelque part, Aaron Elliott Ross. Aaron, vous êtes américain déjà, ça va mieux en le disant. Et vous êtes le fondateur de Birdhouse et vous êtes développeur et spécialiste de production d'outils pour les campagnes politiques. Et à ma gauche, Robert Zarader, président d'Equincy & Co, avec qui on va co-animer cet échange et à qui je vais passer la parole pour creuser un petit peu plus et problématiser la chose. J'en profite pour dire que vu que nos intervenants sont à distance et que nous respectons scrupuleusement les règles de distanciation sociale et que nous sommes dans une pièce très bien ventilée, on va se permettre, Robert et moi, d'enlever nos masques. Ce sera plus agréable pour tout le monde. Et vu que vous êtes seul de votre côté, vous pouvez le faire aussi, mais je vois que vous l'avez déjà fait. Robert, je te laisse peut-être... On a enlevé les masques aussi afin que vous nous reconnaissiez, bien sûr, et qu'il n'y ait pas de confusion. D'abord, je voudrais dire qu'on est très heureux chez Equincy & Co de s'associer à Stroika pour ce webinaire d'un style un peu différent de nos rendez-vous habituels. D'abord parce qu'on est allé un peu plus loin en géographie en s'intéressant aux États-Unis, même si nos derniers échanges portaient sur les grandes plateformes qui elles aussi sont américaines, mais on voulait aujourd'hui se poser une question. La première question qu'on s'est posée d'ailleurs, réciproquement, vis-à-vis de nos intervenants, en particulier de Samuel Géquier, c'était de savoir si on mettait un point d'interrogation ou pas après Game Over. Voilà. Alors lui, il était effectivement pour pas mettre de point d'interrogation. Alors comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, et certains sont nos partenaires, nos clients. Alors je voudrais juste préciser que Samuel Géquier, cette fois, a une obligation de résultat et non de moyens, donc il faut absolument que ces prophéties s'avèrent. Sinon, je ne sais pas, il y aura sans doute une sanction, et on sera obligé de faire un webinaire de réparation. Au-delà de cette plaisanterie, je voudrais dire d'abord que si on s'est associé avec Stroika, c'est parce qu'on avait envie, sur des sujets comme cela, d'avoir un point de vue, et, sinon commun, en tout cas croisé, et de voir comment nous traitions ce type de contenu qui dépasse largement pour nous le seul enjeu américain. Parce que derrière aujourd'hui, ce qui se passe autour de Donald Trump, c'est presque des enjeux sociétaux beaucoup plus mondiaux, universels, qui se posent, parce que s'il a réussi à réguler, ou en tout cas réguler avec America First les échanges internationaux en essayant de favoriser les États-Unis, il nous a permis aussi et exporté vers nous la post-vérité, les fake news, la cancel culture, donc autant de sujets qui nous animent beaucoup, y compris chez les intellectuels européens. Donc je pense qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui en France, où, je dirais, comme le disait Arthur, on est quand même plutôt assommé de mauvaises nouvelles, encore aujourd'hui spécifiquement, avec cette succession à la fois de l'épidémie, des problèmes terroristes, du confinement. Et on a le sentiment, alors peut-être que tous nos auditeurs, téléspectateurs n'ont pas la même attente que nous, mais que la défaite de Trump serait une bonne nouvelle pour un certain nombre d'Européens. Donc on va voir si elle se révèle une bonne nouvelle pour mettre fin à cette série de mauvaises nouvelles. Arthur ? Le retour à la normale, effectivement. Et c'est vrai qu'en 2016, et ça avait été conçu comme tel par son conseiller de l'époque, qui était Steve Bannon, l'élection de Trump en fait quelque chose comme le porte-flambeau d'une sorte de révolution réactionnaire mondiale. C'était comme ça que c'était pensé. Alors on se demande si effectivement il y a un cycle qui va se terminer, quelque chose d'autre qui va s'ouvrir, et on va essayer de comprendre ce que c'est. Bien, on va vous laisser la parole, peut-être Samuel,
qui va ouvrir entre guillemets, les hostilités avec un certain nombre de certitudes, de convictions qu'il va essayer de nous faire partager sur donc ce qu'il envisage, c'est-à-dire la défaite de Donald Trump. Absolument. Merci beaucoup, Arthur Hérocoda. C'est vrai qu'on avait choisi un titre un peu provocant, Trump Game Over, mais c'était pour signifier au fond que si on n'avait pas eu le traumatisme de 2016, aujourd'hui, les observateurs, tous les commentateurs, les politologues s'accorderaient sur une large victoire de Biden, puisque c'est vers ça que converge l'ensemble des indicateurs d'opinion que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, effectivement, le traumatisme de 2016 a été tel qu'il faut sans doute revenir un peu dessus quelques instants et avec cette question. Les sondages se sont-ils vraiment trompés en 2016? Et la réponse est finalement pas tant que ça. Ils ont d'abord été très justes sur le plan national. Si on prépare la slide 1, à ce moment-là, si elle arrive, bon, si elle n'arrive pas, voilà. Vous voyez qu'à J-5, c'est-à-dire du scrutin comme aujourd'hui, Clinton était mesuré avec 2 points d'avance sur Trump sur le vote national. Et c'est exactement le résultat qu'il y a eu, puisqu'elle a emporté le vote national ou dit le vote populaire avec la même marge. Donc les sondages nationaux étaient plutôt bons. Ils ont également été plutôt bons dans 47 États sur 50. Et puis, évidemment, il y a eu le problème des 3 États dits de la Rust Belt, la ceinture de la rouille, et qu'on appelait avant la Manufacture Belt, c'est-à-dire le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Pour, au fond, plusieurs raisons. D'abord, les sondages ont assez régulièrement dans le temps ces États. On considérait, en tout cas les sondeurs et les politologues, considéraient qu'ils appartenaient à ce qu'on appelait le bleu, c'est-à-dire l'ensemble des États démocrates avec probabilité de bascule. Donc, on a suivi dans le temps et on a appréhendé la montée de Trump. Ensuite, on a eu un problème plus spécifique au sondage, qui était la sous-représentation dans les échantillons des blancs peu diplômés. Ça tient à la méthode de sondage américaine, qui n'est pas la même que la méthode française. C'est-à-dire que les Américains ne font pas de quotas, ils ne décident pas d'avoir dans leur échantillon autant de CSP-, de CSP+, de vieux, de jeunes que la population, mais ils font des sondages dits aléatoires sur 1000 ou 1500 individus, et donc ils contrôlaient plutôt mal les variables sociologiques, en fait. Partie répondue aujourd'hui, alors non pas en venant à la méthode des quotas comme nous, mais en tout cas, aujourd'hui, les sondeurs pondèrent dans leur échantillon le poids de chaque catégorie en fonction de son poids réel respectif pour justement éviter de répondre de 2016. Et puis, la dernière raison de l'erreur dans ces 3 États-là, c'est qu'ils étaient très difficilement pronosticables puisqu'ils sont joués à rien. Trump y a gagné par moins d'un point d'écart, 0,3, 0,7. Et donc, c'était effectivement très serré, très dur à voir. Mais ça nous dit aussi, quand on reste sur 2016, que Trump a gagné l'élection dans ces 3 États pour moins de 70 000 voix. C'est-à-dire que cette élection-là s'est jouée à moins de 70 000 voix. Donc ce retour sur 2016 paraissait important et pour éclairer justement 2020. Que sait-on aujourd'hui finalement sur l'élection 2020? On sait que c'est qui mobilise. On a plus de 70 millions d'Américains qui ont déjà voté. C'est 50% quasiment du corps électoral de 2016. Donc, on va à l'évidence vers un record de participation.
bien plus que les 55,5 de 2016, sachant que les Américains ne mesurent pas la participation comme nous. Ils la mesurent sur l'ensemble de la population en âge d'aller voter et non sur les électeurs inscrits. Ce qui fait qu'elle est toujours un peu plus faible que celle qu'on mesure en France. Mais donc, on pourrait être vers 60, 65, peut-être un peu plus, ce qui serait un record au siècle. Et on est effectivement, et c'est le paradoxe de cette élection américaine, dans une campagne qui continue alors que près de la moitié des électeurs ont déjà voté. C'est ensuite, évidemment, une élection référendaire, pour ou contre Trump. On est donc dans une logique différente de 2016, où finalement les failles, les faiblesses de Clinton avaient pu démobiliser. Là, j'allais dire que finalement, la personnalité, le style de Biden compte peu ou moins, en tout cas. Et d'où sa campagne, Aaron y reviendra sans doute, très, très discrète et consistant à se faire voir le moins possible, puisqu'on ne vote pas tant pour Biden que contre Trump aujourd'hui. Et alors Biden, il a une petite faiblesse, évidemment, c'est son âge. Il a un atout, celui d'être un démocrate plutôt raisonnable, plutôt modéré, on va dire. Il a fermé la porte pendant toute la campagne à toutes les critiques de Trump sur le danger de l'extrême gauche, le danger du socialisme, etc. Et donc, c'est vraiment une élection totalement référendaire, et vous l'avez vu dans la campagne, où finalement les programmes, les idées, les convictions comptent pas ou peu. Et c'est dans la suite et la logique de cette élection référendaire, c'est vraiment très polarisé. Et depuis de longues semaines déjà. On est à moins de 5% d'indécis, c'est du jamais vu. Normalement, à 5 jours du scrutin, on se baladait plutôt autour de 15-20% dans les élections précédentes. La campagne n'a pas créé d'évolution majeure. On reste à une avance assez nette de Biden que vous voyez sur l'écran. En moyenne, il dispose de 7,5 points d'avance sur Trump. C'est donc plus de 5 points de mieux que Clinton. Et il oscille depuis des semaines entre 50 et 52% d'intention de vote. Trump étant lui entre 43 et 44. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on constate que Trump est strictement à son niveau de popularité. Vous avez 43% des Américains qui approuvent son action, et vous en avez 43% qui votent pour lui. Et en sciences politiques, c'est assez rare cette congruence parfaite finalement entre popularité et intention de vote. Aujourd'hui, par exemple, Macron est à 40% de popularité et à 23-25% d'intention de vote. La popularité est un peu supérieure à l'intention de vote. Mais Trump polarise tellement qu'en fait, si on l'aime, on vote pour lui. Et si on l'aime pas, on vote évidemment contre lui. C'est enfin une élection où Biden part en avance. Si on peut voir le slide sur le collège électoral, on lui accorde aujourd'hui à peu près 226 grands électeurs sûrs ou probables. On en accorde 125 à Trump. Pour atteindre la barre des 260, ce qui est la majorité, donc Biden part en avance, en tout cas. Et l'élection va donc se jouer dans une dizaine d'États. On vous a listé ici le Michigan, le Wisconsin, la Caroline du Nord, la Floride, la Géorgie, la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Iowa, l'Arizona, le Nevada, le Texas, il y reviendra, et le Maine et le Nebraska, parce qu'ils ont un système de scrutin différent. C'est-à-dire qu'à la différence des autres, ce n'est pas le vainqueur de l'État qui remporte tous les sièges et tous les grands électeurs, mais mais il en remporte un et quelques autres sièges sont en jeu sur d'autres districts. Donc il y a un ou deux sièges en jeu, mais c'est pas majeur.
Et donc, pour gagner, au fond, absolument rééditer la performance de 2016. C'est-à-dire regagner tous les états qu'il avait conquis à l'époque. On voit absolument pas quels nouveaux états il pourrait gagner. Il avait quelques ambitions sur le New Hampshire, mais les derniers sondages le montrent très en retard. Donc, il est obligé de faire le même résultat qu'en 2016. Pour Biden, il suffit pour lui de regagner les 3 États de la Rust Belt pour s'imposer. Si on peut voir le slide suivant. Aujourd'hui, il est effectivement plutôt bien placé, vous voyez, avec des avances quand même assez importantes. Avec, évidemment, vous me direz, toujours la question de la fiabilité des sondages, puisqu'effectivement, il a la même avance que Clinton dans le Wisconsin, alors que Clinton avait fini par perdre. Mais la différence est que cette fois, le Wisconsin a été sondé tous les jours depuis des semaines. Il est très bien placé dans le Michigan, qu'on pourrait presque considérer comme acquis. Et il reste effectivement une bataille en Pennsylvanie, où en plus, vous l'avez vu, viennent d'éclater des émeutes. Donc c'est l'État qui reste le plus serré des 3 États de la Rust Belt. Mais Biden dispose d'autres atouts, c'est-à-dire que si sur ces 3 États, il ne fait que 2 sur 3, il a encore des marges de conquête dans les autres. Si on peut passer au slide suivant. Et il y en a pas mal. Vous voyez, c'est très serré, mais comme d'habitude, ce qu'on appelle les swing states traditionnels. La Caroline du Nord, la Floride, la Géorgie, l'Ohio, où aujourd'hui, à égalité dans la moyenne des derniers sondages, sachant que je vous ai, pour volontairement durcir mon propos, je vous ai pris les chiffres les moins favorables à Biden. Il y a beaucoup d'agrégateurs de sondages aux États-Unis et tout le monde ne prend pas les mêmes parce qu'il y a beaucoup de sondages. Il y a des sondages réalisés par des universités, par des think tanks, par des médias, etc. Et donc là, c'est vraiment les chiffres les moins favorables à Biden. Si vous allez sur le New York Times, le site du New York Times, qui enlève certains instituts jugés trop favorables à Biden ou trop politisés, type Rasmussen, vous avez des écarts plus nets en faveur de Biden sur tous ces États. Donc, il est à égalité ou légèrement en tête sur les swing states traditionnels et il a 2 vrais espoirs de conquête. L'Arizona, État traditionnellement républicain qui n'a été gagné par un démocrate qu'une fois dans l'histoire par Bill Clinton, et où le changement démographique et la montée de la population hispanique fait effectivement est favorable aux démocrates et fait que Biden pourrait conquérir cet État. Et il a également de bonnes chances au Nevada, vous voyez, où il est en tête avec près de 5 points d'avance. Qui subit aussi des changements démographiques est un espoir encore à ce jour pour les démocrates. Vous voyez que Trump pourrait y faire sensiblement moins bien que ce qu'il a fait en 2016, mais a priori, le Texas devrait quand même rester républicain. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de chemin et de probabilités pour Biden pour l'emporter, et que la seule voie pour Trump, c'est de garder tous ces États, alors que dans un certain nombre, il est quand même assez loin et assez mal placé aujourd'hui. Pour terminer, si on regarde un peu sociologiquement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe par rapport à 2016. Évidemment, c'est une élection très clivée, clivage raciaux, clivage sociaux, clivage territoriaux, qui restent un peu toujours les mêmes, mais avec des évolutions qui sont plutôt défavorables à Trump. Évidemment, Trump domine toujours chez les Blancs. Il est entre 55 et 60, mais il perd quand même entre 5 et 8 points par rapport à 2016.
Donc, c'est un recul évidemment qui le pénalise. Et pour vous donner l'ampleur du clivage racial, dans le même temps, vous avez 90% des Noirs, 5 points de plus qu'en 2016, et 2 tiers des Hispaniques, à peu près comme en 2016, qui choisissent Biden aujourd'hui. Clivage territorial, c'est-à-dire que l'électorat urbain plébiscite Biden, le rural plébiscite Trump. Et avec chaque fois des écarts importants. La grande différence par rapport à 2016, c'est ce qu'on appelle l'électorat des suburbs, l'électorat des banlieues, que Trump a gagné en 2016 et ce qui a contribué à sa victoire, notamment dans la fameuse Rust Belt, et où aujourd'hui il accuse un retard de 6-8 points sur Biden, alors qu'il avait battu Clinton de 5 points en 2016. Et c'est sans doute là l'évolution sociologique la plus importante qui le met en difficulté aujourd'hui. Et il reste effectivement dans cette élection la bataille pour l'électorat âgé, où Trump a été en difficulté à la suite de sa crise, à la suite de la crise du coronavirus évidemment, et de son action très critiquée. Il remonte un tout petit peu dans cet électorat dans les derniers sondages, mais là encore dans des proportions bien moindres que ses résultats en 2016. Donc, à la fois finalement l'analyse par État et l'analyse des évolutions sociologiques de l'électorat américain montrent qu'effectivement le pronostic raisonnable, rationnel, est une victoire de Biden, entre un scénario de très large victoire, si effectivement il emporte tous les États que je vous ai montrés, ou de victoire plus serrée s'il enlève quelques-uns sur le côté. Et on peut même penser d'ailleurs que toute la stratégie de délégitimation d'élection que Trump fait depuis des semaines révèle qu'au fond, il sait qu'il est en difficulté, il sait qu'il a de fortes probabilités de perdre, et que partant de ce constat, il essaie, avant même le résultat, de le délégitimer et de donner le vainqueur. Donc je trouve que cette analyse éclaire en partie la stratégie et les dérapages de Trump. Et enfin, pour terminer, une petite info en plus, c'est qu'il n'y aura pas qu'une présidentielle le 3 novembre prochain, il y aura aussi des élections législatives, si on peut voir le dernier slide. Et elles sont intéressantes parce qu'effectivement, les projections montrent que les démocrates vont très sûrement garder le contrôle de la Chambre. On leur accorde 214 sièges, quasi certains quand il en faut 218. Et ils bénéficient surtout puisque la Chambre est renouvelée, pas entièrement, du fait que c'est essentiellement des républicains qui remettent leur siège en jeu et qui vont perdre certains. Et comme d'habitude, la bataille est très serrée au Sénat, vous voyez, 45-46, 9 incertains pour une majorité à 51. Mais une reconquête du Sénat par les démocrates n'est pas totalement à exclure. Et donc, au fond, le grand chelem, c'est-à-dire la présidentielle, la Chambre et le Sénat pour les démocrates, et un scénario, si ce n'est probable, en tout cas possible aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Samuel. Je précise que vous nous parlez depuis Athènes, ce qui explique parfois les petits couacs de connexion. Vous avez bien raison, c'est très très beau Athènes. Merci. C'est un hommage à Dukakis. un candidat au destin malheureux, effectivement. Et puis après tout, on parle parfois des États-Unis comme la plus vieille démocratie, mais effectivement, il y a plus vieux, il y a Athènes. En tout cas, merci pour ce tableau chiffré et qui a tous les atours de l'objectivité. Mais alors du coup, je me tourne vers vous, Aaron, vous qui êtes peut-être plus directement et affectivement concerné par l'issue de cette élection. Est-ce que l'exposé de Samuel, est-ce que vous êtes serein? Dans quel état d'esprit se trouve-t-on, vous trouvez-vous, et quel est le climat en ce moment aux États-Unis?
Alors, j'avais préparé un petit topo sur l'émotionnel et le ressenti. Je veux rebondir tout de suite sur quelques questions, quelques propos que Samuel a présentés. D'abord, il y a cette idée de traumatisme que je veux dire, c'était effectivement un traumatisme très très fort pour nous. En 2016, c'était un choc total, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de questionnements après de pourquoi, comment les démocrates se sont posés plein de questions, justement sur le vote blanc. Est-ce qu'il y avait trop de distance avec les ouvriers? Donc, toutes les questions démographiques que vous avez présentées, je pense que c'était vraiment une partie de ressenti qu'on avait à l'époque et maintenant. Du coup, pour passer à quelques points, je pense le plan national que vous avez présenté en termes de sondage où Biden est très en tête, ça ne compte absolument pas du tout. C'est pas important. Il faut absolument pas regarder les sondages nationaux. L'élection ne se joue pas comme ça. Du coup, il y a aussi cette question de swing state, ou un state comme Texas, même si c'est un peu serré dans les sondages, je trouve ça impensable qu'un démocrate gagne en Texas. Du coup, j'ai un fort doute sur les sondages là-dedans. Et personnellement, je mettrais que Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie dans le côté vraiment swing state, et Caroline du Nord et le Maine un peu à côté. Du coup, de mon point de vue, et je pense le point de vue de beaucoup de démocrates qui ne sont pas dans la confiance des sondages, c'est que l'élection est beaucoup plus serrée qu'on dirait si on regarde les sondages d'un point de vue que des chiffres. Cette question de banlieue, c'est très important et je pense que ça va vraiment se jouer. Je vais retourner à cette question de banlieue dans 2 minutes, mais je suis bien d'accord que l'élection va se jouer là-dessus. Et cette question de délégitimisation de Trump, je pense aussi c'est très important à prendre en compte. Du coup, le ressenti que je veux soulever surtout, c'est que si on ne fait pas confiance au sondage et on commence à se dire que le collège électoral nous a mis plusieurs fois dans la position où le vote populaire était de loin pour un candidat, mais que dans un seul État, voire que dans un seul circonscription, un seul district, voire 2, 3, le résultat du pays entier était en jeu. Si on ajoute à ça Covid et tout ce qui est le délai qu'on peut avoir avec les bulletins de vote qui étaient envoyés par la poste, on se retrouve dans une situation où quelques circonscriptions peuvent décider les élections et peuvent pas avoir de résultats après quelques jours, après quelques semaines. Cela veut dire que toute la doute que Trump a mis sur les institutions, la démocratie, toutes les institutions qui gèrent les votes, ça a un moment où ça peut mettre en jeu les résultats. Il peut réagir pendant les semaines qu'on n'a pas de résultats définitifs. Il n'a pas besoin de réagir dans le pays entier, dans tous les États. Ça se trouve qu'il peut se focaliser que sur peut-être 3 ou 4 circonscriptions en Pennsylvanie, en dehors de Pittsburgh et Philadelphie. Il faut savoir que déjà, il y a plus de procès dans cette élection que dans n'importe quelle élection avant. Il y a déjà des centaines dans quasiment tous les États qui sont en jeu. Les républicains ont fait des procès pour, soi-disant, nettoyer les listes électorales. Les démocrates ont fait des procès pour que les États comptent plus de votes qui arrivent plus tard. C'est-à-dire, normalement, on a le droit d'envoyer un bulletin de vote. Si ça arrive après 3 jours après la date de l'élection, c'est compté. En Pennsylvanie, ils ont demandé de prolonger à 9 jours. Hier, ils ont gagné, c'est-à-dire que le Cour suprême a décidé que l'État avait le droit, effectivement, de prolonger. Mais dans d'autres États, les cours ont décidé qu'il n'y avait pas le droit de prolonger. Du coup, ils ont déjà mis en doute plein de procès qui ont changé cette année, qui n'étaient pas forcément décidés il y a longtemps. Donc, on a les procès, on a le temps qui va se passer, et on a
le fait que ça serait peut-être focalisé dans très très peu d'endroits, à quelques voix près, des milliers de voix qui changent de résultat dans tout le pays. Donc pour moi, ça fait très peu. On a aussi cette question de violence des républicains, l'intimidation. Depuis 40 ans, les républicains n'avaient pas le droit d'être sur place à des bureaux de vote sans demander l'autorisation d'un cours. Et ça parce qu'ils ont fait tellement d'intimidation dans les années jusqu'en 80 que les cours ont dit non, 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 vous n'avez pas le droit d'y aller, sans on valide ce que vous allez faire. Cette élection, c'est la première fois qu'ils ont le droit de le faire sans avoir l'autorisation avant. Maintenant, comme Samuel a dit, il y a tellement de votes qui sont déjà envoyés. Je ne pense pas que ce serait l'intimidation dans les bureaux de vote qui compte. Mais par contre, l'intimidation dans les bureaux, on compte les votes. Ça peut se faire. En 2000, on a vu que Bush a envoyé des avocats. Tellement d'avocats pour contester tellement de bulletins de vote que ça a ralenti énormément les résultats en Floride. Je pense que Trump, il va faire la même chose. Il y aura des centaines d'avocats dans peut-être 2-3 districts qui vont contester quasiment chaque vote. Et cette intimidation, ça peut aussi s'accompagner de la violence des milices, des gens que Trump a soutenus d'une façon implicite, des fois explicite. Du coup, on trouve le risque qu'il y a un côté légal très compliqué. Il y a aussi un côté intimidation violente. Et du coup, on se retrouve dans une situation où le président d'un pays essaie de ralentir, de mettre en doute les résultats des élections. La dernière fois, dans cette situation-là, où il n'y a pas de résultat clair, il n'y a aucune procédure pour décider qui a gagné. C'est juste les États qui envoient les résultats et le Congrès qui valide. Du coup, qu'est-ce qui arrive si un État envoie 2 résultats, qui est déjà arrivé en 1876? C'est le Congrès qui décide quel résultat il faut prendre. Mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de tradition vraiment. Et en 1876, les 2 candidats, Hayes et Tilden, ont juste négocié. Et à la fin, c'est Hayes, le président, qui a pris la Maison Blanche, et Tilden qui a réussi à négocier que l'armée fédérale sort du Sud, qui était le début de Jim Crow et la ségrégation institutionnelle. Du coup, le ressenti qu'on sent maintenant, c'est qu'on entre peut-être dans un air qui va faire revenir des choses aussi horribles. Et je pense que ça résume un peu la question, le ressenti qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qui se passe quand les institutions sont tellement faibles, il y a quelqu'un qui se prend pour autocrate au pouvoir, il n'y a pas de loi claire, et le pouvoir, la violence, c'est le seul enjeu. Voilà, j'espère que j'ai communiqué un peu les craintes. Vous venez de les raviver un petit peu. En tout cas, vous avez apporté effectivement quelques nuances au tableau optimiste qu'avait dressé Samuel dans un premier temps. Du coup, on a peut-être bien fait de mettre un point d'interrogation quand même à la fin du titre de ce webinaire. Je vous rappelle, vous qui nous regardez, que vous pouvez toujours poser vos questions, anticiper, faites-le au fil des discussions. On va rentrer maintenant dans une phase dans un échange un petit peu plus dynamique après ce double exposé, essayer de creuser la question, de voir sur quel sujet on peut approfondir. Donc n'hésitez pas à prendre la parole telle que vous le pouvez, c'est-à-dire par commentaire. On a quelques questions de notre côté, dans notre escarcelle, Robert. Il y a quelques trucs qui arrivent en tête. Alors, il y en a une première, c'est-à-dire que je me voulais volontairement provocateur dans ce premier moment, dans l'introduction que j'ai faite tout à l'heure. C'est vrai qu'on charge beaucoup cette élection. Elle a une portée symbolique, elle a une portée forte. Est-ce qu'on n'a pas tort, justement, de la charger à ce point-là? Est-ce que, en cas d'alternance, eu égard à ce qui s'est passé au cours de ces 4 années, de la transformation de la pratique politique et même de la parole politique dont a été synonyme la présidence Trump, est-ce que finalement, Trump ou pas Trump, est-ce qu'un retour à la normale est crédible ou non? Alors, je ne sais pas qui d'entre vous voulait réagir dans un premier temps. Samuel, peut-être Je veux bien commencer. Aaron, allez-y, je vous en prie. Alors, pour moi, ça dépend totalement de qui gagne cette élection. Je pense que si Trump gagne, on a pas beaucoup de mal à retourner à la normale.
il a tout ce qu'il faut pour devenir autocrate ou de l'acier de le faire. Il y a quasiment plus personne dans la partie républicaine, sauf Trump, et il y a quasiment personne dans les institutions qui sont là pour contrôler l'abus et la corruption. Par contre, si Biden gagne, je pense qu'il y a plein de choses qu'il peut faire pour remettre en confiance le pays, pour réétablir les institutions démocratiques. Mais ce ne sera pas facile, ça va prendre du temps, peut-être tout son mandat. Par exemple, de faire revenir les avocats de Québec. Je suis pas sûr comment dire ça, mais le département de justice, il y a beaucoup de monde qui est parti. Il y a beaucoup de monde qui a dit je soutiens pas Trump et que Trump a viré. Et la tête de cette cabinet ou département, maintenant, c'est que des gens politiques qui soutiennent Trump directement. Donc, ça prendra du temps de remplacer, de recruter les gens pour les remplacer, mais c'est tout à fait possible. Samuel, peut-être une réaction sur un hypothétique retour à la normale. Est-ce que Biden serait le président normal des États-Unis? Oui, moi ça me semble assez évident que Biden va revenir à une pratique plus traditionnelle, plus conventionnelle du pouvoir et du style démocratique, et précisément parce que aussi en partie il aura été élu pour ça, c'est-à-dire élu pour effectivement changer un style présidentiel, une pratique politique et une pratique des institutions, puisque vous voyez bien que c'est quand même au fond l'enjeu de l'élection. C'est une élection où on ne parle pas beaucoup de politique d'écologie, de social, d'économie, mais où tout se joue sur la forme d'exercice du pouvoir et le respect de la démocratie, enfin, le respect de la culture démocratique américaine qui est très ancienne. Mais à l'évidence, si Trump gagne, par contre, effectivement, là on basculera dans sans doute tout ce qu'il a fait de manière encore plus hypertrophiée. Merci, je crois qu'on a une autre question qui nous arrive. Alors Robert, je te laisse. Oui, ma question, c'était effectivement qu'est-ce qui pourrait changer la donne dans les derniers jours. On a vu ce qui s'est passé au niveau de la Cour suprême. Est-ce que, Aaron, il y a des choses qui pourraient aujourd'hui intervenir aux États-Unis dans ces derniers jours sans nécessairement d'influence extérieure et troubler les choses de façon à favoriser Trump dans les derniers mètres? Alors, je vois absolument pas quelque chose qui peut sortir, qui peut toucher à Trump. Il y a tellement de choses qui sont déjà sorties. Il est d'une façon, il est intouchable parce qu'on attend déjà qu'il fait tout et n'importe quoi. Il n'a pas de respect pour les traditions, la loi. Mais est-ce qu'il peut faire trébucher Biden? Oui, voilà. Donc la question, c'est qu'est-ce qui peut toucher Biden? Je pense que si le FBI ou le CIA ou une autre institution, comme ils ont sorti quelque chose sur Clinton juste avant les élections, valide une des théories de Trump en disant qu'effectivement Hunter Biden passait l'argent à son père, ça peut, je pense, ça peut changer la vie de pas mal de monde. Je pensais que Biden était quand même un caractère plus fort que Trump. Alors on va voir s'il y a d'autres questions qui s'affichent. Je crois qu'on a une autre qui doit arriver. On m'a dit qu'il y en a une qui arrive. Alors, y a-t-il un risque réel que Trump conteste sa défaite? Effectivement, vous l'aviez un petit peu touché tout à l'heure, tous les deux. Vous disiez qu'il préparait un petit peu le terrain d'une certaine façon en contestant notamment les mécaniques de vote par correspondance. Si Trump conteste la défaite, chiffrée, qu'est-ce qui se passe? On envoie l'armée pour le sortir de force? Enfin, est-ce que c'est crédible? Et qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme institutionnel pour se protéger contre cette éventualité? Je vois deux ou trois niveaux qui peuvent protéger contre cette situation. Déjà, si les votes par la poste sont comptés assez rapidement, si les États se sont bien préparés,
et les résultats sont présentés sans trop de délai. Ça peut beaucoup aider. Donc la compétence des circonscriptions et des districts pour compter le vote. Deuxièmement, il y a les cours qui vont décider peut-être les votes au niveau local. Et ça, c'est très important que dans certains États, même si les gens sont d'un côté politique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nominés pour la vie, mais ils sont élus, qui sont peut-être pas républicains dans ce sens Trumpisme. Et ils vont prendre les bonnes décisions pour que les votes soient comptés. Et la dernière chose, je dirais que si c'est clair que l'élection était passée côté Biden, effectivement, je pense que Trump va sortir soit de son gré, soit de force. Et je pense qu'il y a quand même Biden, à un moment, s'est reconnu par les forces de l'ordre, par les institutions autour de la Maison-Blanche pour sortir Trump d'une façon ou d'autre. Samuel, peut-être sur le sujet, vous voulez réagir, vous voulez rebondir? Je pense qu'en fait, ça dépend profondément alors, c'est un truc ce que je vais dire du résultat, mais de l'ampleur du résultat. C'est-à-dire que si on est dans le scénario où effectivement Trump est battu dans beaucoup d'États et que Biden dépasse les 300, 320, 330 grands électeurs parce qu'il gagne le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, l'Arizona, le Nevada et peut-être la Floride, il y a un moment où ça va être difficile à contester et qu'on remporte le vote populaire, il y a un moment où ça va être difficile à contester. En revanche, si on est dans le scénario où il l'emporte, mais disons d'un ou deux États, c'est-à-dire que c'est un ou deux États qui feraient la bascule en termes de grands électeurs, là oui, effectivement, il y a un risque d'ouvrir la machine à contestation, à avocats, à recomptage et comme on l'a vu avec Al Gore et Bush, par exemple. Donc il faut espérer que la victoire soit suffisamment large pour être incontestable, en fait. Alors, on a une autre question. C'est possible aujourd'hui. Merci Samuel. Alors, on a une autre question qui nous arrive des internets. Quelle place pour le bipartisme à l'avenir? Et quel futur pour la gauche radicale américaine? Alors, Aaron, sur le plan. oui, je pense que oui. Vas-y. Alors j'ai 3-4 points là-dessus. Je pense déjà que le fait que Trump a totalement détruit la partie républicaine, ça peut jouer pas mal dans le bipartisme, dans le sens où après une défaite, ou même après quelques années, la partie sera obligée de se reconstruire sans Trump. Il a tellement vidé l'organisme, c'est-à-dire que son élection, ça dépend des réseaux sociaux, des publicités, mais il n'y a absolument pas de personne sur le terrain qui frappe à la porte, qui fait un peu les choses classiques d'une partie, de répondre aux problématiques des citoyens. Et à un moment, il faut rebâtir ça. Du coup, c'est peut-être d'autres personnes et pas ceux qui sont au pouvoir dans le Parti républicain en ce moment. Il y a aussi une reconnaissance en ce moment des problèmes systémiques. On voit Black Lives Matter, c'est un moment où les États-Unis sont en train de faire face à des péchés originaux, des problèmes qui sont là depuis tellement longtemps, un racisme tellement profond. Et je suis assez optimistique, ça va aboutir à quelque chose, pas seulement dans la loi ou dans la police, mais aussi dans la conscience de personnes qui peuvent faire une sorte de bipartisme centré beaucoup plus qu'avant. Et quand on parle des banlieues, les changements d'avis des banlieues, notamment, il y a beaucoup de conscience des problématiques systémiques des Noirs qui n'étaient pas là avant. Je pense qu'il y a aussi une sorte d'optimisme dans le fait qu'il y a tellement de votes cette année. Ça se passe dans les élections qui sont très divisives, mais ça peut amener beaucoup de monde dans la politique qui n'était pas là avant. Et une des problématiques pour que la pays se ressemble, c'est qu'il y a plus de monde qui s'engage. Et en termes de la question de la gauche un peu plus radicale, je pense que cette année, on était très proche d'avoir Bernie Sanders comme candidat pour les démocrates. Et ça, c'est pas dû seulement à cette année et à lui. Il y a un mouvement de soutien d'une gauche plus radicale depuis quelques années. Justice Democrats, c'est une gauche qui soutient les candidats un peu partout, qui soutient notamment Ocasio-Cortez,
et a fait gagner plusieurs candidats en 2008, après avoir perdu quasiment partout en 2016. Et on voit que ces voix de gauche prennent un peu de place. Du coup, j'ai assez d'espoir que la Parti démocrate, qui a commencé à accepter certaines positions plus radicales, va continuer de les accepter. On a tout de suite, je crois, une autre question qui nous vient du public. Ah, Samuel voulait réagir, oui. Allez, Samuel, peut-être. Je voulais juste un petit mot, je sais pas si Aaron sera d'accord, mais je pense que pour battre Trump, Biden est un meilleur candidat que Sanders. Parce que je l'ai dit, pour moi, ce qui a compté dans cette campagne, c'est qu'il a quand même bloqué toutes les attaques sur le socialisme, le danger du bolchevisme, de l'extrême gauche, etc. Et que dans une élection qui va jouer sur la conquête des suburbs et de ce qu'on appelle l'électorat indépendant, qui n'est ni républicain ni démocrate, je pense qu'il valait mieux un profil rassurant comme ça qu'un Bernie Sanders. Au-delà de toute considération idéologique, c'est purement stratégique ce que je dis là. Donc une élection qui se jouerait au centre. Oui. Je parle plutôt d'un mouvement dans le temps de la Partie démocrate vers la gauche. On va tout de suite prendre une autre question qui nous intéresse assez directement. Robert, je pense que ça t'intéresse aussi, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Le mouvement QAnon, donc ce mouvement complotiste un peu délirant qui est parti d'un certain nombre de forums sur Internet qui a conquis une bonne partie des esprits aux États-Unis. Est-ce qu'on arrive à matérialiser ce poids dans les sondages, hein, Samuel en a beaucoup parlé. Est-ce qu'on le voit apparaître? Est-ce qu'on peut penser que ce mouvement peut faire basculer l'élection ou non? Et post-élection, qu'est-ce qui peut advenir d'un mouvement comme ça? Toujours de cette idée du retour à la normale ou non? Alors, dans les sondages, on le voit pas parce que j'ai pas vu de sondage parce que c'est évidemment compliqué de demander aux gens s'ils adhèrent à cette théorie, s'ils font partie de ce mouvement-là. Donc, moi, j'ai pas de réponse à cette question-là. Enfin, j'ai pas d'éléments pour pouvoir répondre à cette question. Donc, on va laisser le ressenti et la connaissance de la société américaine d'Aaron répondre. Alors, Aaron, QAnon. Alors, je pense que il faut pas oublier que ça suit une certaine ligne qui était déjà présente en 2016. Pizzagate, c'était l'histoire d'un magasin de pizza, un restaurant de pizza, où quelqu'un allait pour des questions de pédophilie, où il y avait les enfants cachés. Donc, une histoire de complot qui était déjà très présente. QAnon entre directement dans cette histoire, cette logique. Et cette sorte de doute de la honnêteté et de la bonne foi des gens au pouvoir, ça passe aussi par toute l'histoire d'Epstein et des abus qu'on voit des gens riches capables de sortir de plein de problèmes, qui ont de l'argent parce qu'ils ont qui les protègent. Du coup, cette différence entre les riches et les pauvres, ça met en doute plein de choses. Et avant qu'on ait adressé cette problématique, on aura du mal à retourner à la normale. Et quand je parlais de Black Lives Matter, je parle aussi de cette question d'accepter ces problématiques de société, les adresser directement. Donc, MeToo, Black Lives Matter, tous ces processus qui sont en cours sont très importants pour revenir à la normale. Et si Trump n'est pas tenu à répondre à tous les abus qu'il a fait, ça va encore être difficile de retourner à la normale. Par contre, ça peut être très conflictuel de le faire aussi. Donc, c'est difficile. Merci Aaron. Alors je me rends compte que vous avez beau être proche, vous êtes à Paris. On a des petits problèmes de connexion aussi avec vous. On s'en excuse, un niveau son. Peut-être que nos réseaux internet sont saturés en prévision du confinement, que tout le monde est déjà en train d'affûter ses Zooms et ses Microsoft Teams. Donc on s'en excuse. Robert, je me tourne vers toi. On en parlait aussi quand on préparait ce webinaire. On se disait que cette élection, et tu le disais en introduction, dépassait le cadre américain, qu'elle avait une charge forte pour l'ensemble de la planète. On a le sentiment d'avoir une charge forte, effectivement, où
Comme vous disiez un peu tous les deux, la dimension des programmes, qu'on parle d'économie, de social, d'environnement, est très secondaire. Et on a l'impression que ce qui est en train de se jouer aussi aujourd'hui dans un grand nombre de pays, et en Europe notamment, dans ce qu'on a appelé le mouvement illibéral, c'est aussi un rapport au pouvoir politique, à la façon de gouverner, et une balance entre une espèce de demande très forte d'autorité centralisée, ou alors au contraire d'expression beaucoup plus démocratique, citoyenne, qui serait jusqu'à présent trop sous-estimée ou étouffée. On a le sentiment que derrière cette élection se joue aussi un peu le rapport à la démocratie. On ne peut pas dire, pas non plus exagérer, Trump n'a pas en tant que tel entaché la démocratie, mais c'est vrai il a écorné beaucoup, et se joue au-delà de l'élection américaine une forme finalement de rapport au pouvoir politique, de rapport aux dirigeants, de rapport au leadership. Est-ce que vous partagez ce sentiment, cette interrogation? Samuel? Oui, alors, entièrement, mon père, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, c'est une élection totalement mondialisée. Il y a sans doute rarement eu une élection qui est regardée, scrutée, attendue partout dans le monde, et qui, sur le plan de la culture démocratique et de la pratique du pouvoir, sera sans doute aussi regardée par un certain nombre d'États dits libéraux, ou en tout cas sur cette pente-là, par exemple en Europe centrale. Donc c'est évidemment qu'il va y avoir une valeur d'exemple ou pour un certain nombre de dirigeants dans cette élection. Et encore une fois, moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi, Robert, ça se joue là-dessus, ça se joue sur le style, la pratique, la démocratie. Quand on analysera plus tard cette élection et cette campagne, on constatera qu'il n'y a pas eu d'opposition programmatique, qu'il y a eu très peu d'idées nouvelles lancées dans le débat ou portées par les candidats. On a un candidat, Trump, qui a joué l'outrance, l'insulte, etc., toujours sur le même registre de communication politique à fond, et un autre en face qui s'est tenu à carreau pour éviter la gaffe et capitaliser au maximum le vote anti-Trump. Peut-être en complément, je me souviens qu'en 2016, alors on l'a su ex post, mais qu'il y avait une forme d'offensive concertée. Le fantasme de Steve Bannon, c'était effectivement d'alimenter, d'être partout où étaient les droites très conservatrices. Il était venu en France notamment soutenir le Front National. Il a eu la main aussi partiellement dans les questions du Brexit. On a le rôle de personnages comme Robert Mercer, qui est un milliardaire conservateur qui met sa fortune au service, qui a mis sa fortune au service de ce projet international, notamment avec la fameuse affaire Cambridge Analytica. Alors peut-être qu'on apprendra des choses après, mais sur cette élection, à part le mouvement QAnon dont on connaît mal l'origine, on n'a pas l'impression qu'il y a j'ai l'impression que la stratégie Bannon, d'une certaine façon, a échoué. Je me souviens de l'avoir entendu il y a quelques mois sur France Culture, interviewé par Frédéric Martel. On l'écoutait et je me rends compte, en fait, en m'en souvenant et en vous parlant, que tout le plan qu'il a déroulé, c'était au moment des primaires démocrates, il s'est planté sur à peu près tout, Bannon, sur ce coup-là. Alors on a l'impression que peut-être que quelque chose, en tout cas il y a quelque chose de symbolique qui se joue au niveau international, mais on n'a pas le sentiment d'une action concertée comme on en a pu avoir en 2016. C'est peut-être ça. C'est la force du président normal. Voilà, il y a une certaine répétition de l'histoire. Et effectivement. Alors j'ai une question totalement anecdotique pour Aaron. C'est comment se fait-il que les deux candidats aient pratiquement le double de l'âge de notre président de la République? Il n'y a pas de jeunes politiques américains? En même temps, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Hein. Oui, je pense que ça revient à le fait que les deux partis sont vraiment dans les modes de garder le pouvoir. Le fait que Clinton était la candidate en 2016, personnellement, j'étais très très fâché, justement parce que ça n'a pas laissé la place à d'autres. Et on voit avec Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres qu'au niveau de la maison de députés, ça commence à changer. Mais les deux partis sont vraiment dans le mode je garde pour moi presque.
Et du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment la place. Peut-être AOC 2024 ou AOC 2028 ou peut-être 2032. Après, à long terme, nous sommes Et tous évidemment, morts. il y a le côté de dégoût vers la politique des jeunes. Le climat fait revenir pas mal du monde, et Black Lives Matter peut-être aussi, mais il y avait pas mal de jeunes qui ont totalement déconnecté de la politique. Alors, on va prendre une autre question du public. On s'achemine doucement vers la fin de ce webinaire, mais on a encore quelques petites questions, je crois, qui nous arrivent. Alors, est-ce qu'on peut nous les envoyer? Ah, Robert, est-ce que tu veux la poser? Alors, quel type d'événement, intérieur ou extérieur, c'est large, aux États-Unis pourrait aujourd'hui finalement réunir ou unir la société américaine? Qu'est-ce qui peut reconfigurer une réconciliation américaine? Plutôt Aaron? Oui, malheureux de le dire, mais la guerre. La guerre. Ouais. Non, C'est-à-dire une guerre sur un théâtre extérieur qui serait susceptible de jouer un rôle. Non, j'ai pas du tout envie de ça, mais historiquement, ça fait ça. Oui, vas-y, je t'en prie. Je ne sais pas, oui. On voit avec le côté, la question de l'homosexualité et LBGT qu'il y avait quand même un grand changement. C'est assez mondial, c'était assez marqué. Du coup, on sait que le pays peut se réunir en termes d'avis sur certaines choses. Et même avec l'avortement, la question de l'avortement, on voit que le pays est plutôt d'accord, même si les extrêmes sont toujours plus présents. Donc, je suis pas sûr qu'on a besoin d'événements, mais peut-être plus de temps. Ok. Samuel, peut-être, pour rebondir sur le sujet, à partir des dynamiques langagières. Ah, on vous entend pas, Samuel? Je crois que votre micro est coupé. Non. Ah, Non. non, on vous C'est bon. Vous entend. entendez? Oui, c'est bon. Non, c'était un peu paradoxal. C'était l'idée, ce qui va les réunir, c'est quand même une élection avec une participation historique. Si on dit que c'est la plus grande du XXe siècle, c'est quand même un événement notable qui sera important et qui, finalement, les Américains vont se réunir dans un acte démocratique auquel ils adhèrent et auquel ils croient. Toute la question, c'est la sortie de cet acte. C'est-à-dire, si on a effectivement un camp vaincu qui accepte l'élection et qui accepte son résultat, il y aura une forme d'unité. Mais si effectivement le vaincu appelle aux milices, au séparatisme et à la guerre civile, comme il a pu le faire dans un débat, alors là, effectivement, la forte participation et l'adhésion à la démocratie sera battue par des tentations violentes et effectivement pré-guerre civile. Je propose qu'on reste sur ces propos extrêmement optimistes de Samuel. Je crois qu'on a peut-être deux questions encore qui peuvent peut-être remonter. On a besoin d'un peu d'optimisme. Parce que là, comme j'avais commencé par dire, on cherchait un peu d'optimisme aujourd'hui, là, Samuel, je te remercie de cette réponse. Donc, la guerre civile aux États-Unis. On a eu la guerre pour Aaron et la guerre civile pour. Voilà. Donc, on va essayer de trouver une question plus joviale. Oui, on va essayer de finir sur des notes positives. On en a besoin ce soir quand même. Alors. Effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On a beaucoup parlé du système bipartite. Pardon? Oui, le système. Oui, il y a deux autres candidats, en effet. Oui, on les oublie, effectivement. Je ne serais même pas capable de les citer, d'ailleurs. Qui sont-ils? Ils pèsent moins de 2%. Et du coup, il y a qui comme... c'est qui? Ah, ça, il faut demander à Aaron, parce que c'est plus moi. Non, moi, je voilà. ne sais même pas. On demande à nos auditeurs si rapidement vous voulez dire quels sont. La question est intéressante parce que en 2016, il y avait un écolo dont j'ai oublié le nom, qui faisait un peu plus, qui a dû faire de mémoire entre 2 et 4. Ah bah ça devait être Eva Joly. Effectivement, c'est ça. Et effectivement, dans les États où ça a été très serré et où ça s'est joué à 10 000, 20 000 voix, ça a sans doute pénalisé Clinton. Là, je pense qu'ils sont à un niveau effectivement marginal et que l'impact devrait être très faible. Et puis, il faut jamais oublier quand même, chose que je l'ai pas dit, mais
il y a une mémoire électorale chez les électeurs. Les électeurs de gauche en France se sont toujours souvenus du 21 avril 2002. Ce qui fait, à tel point même que certains ont voté Macron dès le premier tour pour rééviter ce scénario. Parce qu'ils avaient été chaudés, etc., d'avoir voté Taubira, Chevènement, Besancenot, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre d'électeurs démocrates qui sont absolument dans le même état d'esprit, qui n'ont pas voté Clinton parce qu'elle était trop establishment, trop riche, pas assez proche des ouvriers, pas tout ce que vous voulez, et qui l'ont fait sans penser qu'elle allait perdre, et qui effectivement sont pris Trump, etc. Et les électorats font rarement deux fois les mêmes erreurs. Donc Aaron, vous ne connaissez pas non plus le nom des deux candidats, mais a priori sur cette élection polarisée, on peut considérer que voilà, vous n'avez pas envie de le refaire, donc que ça joue à la marge. Ok. Oui, je suis bien d'accord. Oui. Encore une question? Ah, on en a une dernière. Alors, C'est toujours celle qu'on avait c'est avant. toujours la même, donc C'est pour ça qu'on ne la repose pas, vu qu'en plus on ne sait toujours pas qui c'est. Si vous le savez, si derrière votre ordinateur, n'hésitez pas à commenter. Non, mais ce sera la dernière question qu'on prendra du coup pour ce soir. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Robert, je te laisse peut-être le mot de la fin. au mot de la fin d'abord. Merci à nos intervenants. Merci à nos téléspectateurs, auditeurs. Encore une fois, désolé pour ces petits problèmes de duplex, mais je pense que l'essentiel du contenu de nos invités a été parfaitement entendu. Maintenant, on n'a plus que quelques jours à attendre. On saura si le point d'interrogation était ou non nécessaire sur ce Game Over. Et surtout, si, pour ceux qui suivent ces webinaires et qui savent que Samuel est souvent présent, si vous serez amené à le revoir, effectivement, dans notre prochain webinaire, ou est-ce que ça sera son jubilé aujourd'hui à travers cette prophétie de la défaite de Trump. Merci beaucoup. Merci à Arthur et je pense qu'on va très vite renouveler avec Stroïka ces opérations communes parce qu'on a quelques points de vue convergents, des questions qui peuvent être différentes, mais en tout cas, plaisir à se retrouver. Avec plaisir. À très bientôt. Merci. À bientôt. Et bon confinement. Et bon reconfinement.